La tragédie suprême de l'existence humaine moderne n'est pas la pauvreté matérielle, ni la maladie physique, ni l'ignorance intellectuelle. C'est vivre comme un fragment aliéné de soi-même, développer un aspect tout en mutilant les autres, rechercher la santé corporelle tout en tuant l'esprit, cultiver un intellect brillant tout en habitant une chair malade et atrophiée, ou rechercher des expériences mystiques tout en négligeant les responsabilités fondamentales de maintenir le fonctionnement du corps et de l'esprit. Elena Petrovna Blavatsky, dont la vision de la constitution humaine a complètement transcendé les divisions artificielles que la civilisation occidentale imposait entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme, entre le physique et le métaphysique, a mis en lumière une vérité qui pourrait guérir le schisme fondamental qui torture l'humanité. Vous n'êtes pas une simple entité pouvant être divisée en parties concurrentes, mais une totalité organique, où la véritable santé ne peut exister. Que lorsque tous les aspects, grossiers et subtils, matériels et spirituels, conscients et inconscients, fonctionnent en harmonie dynamique, chacun servant et être servi par les autres dans une danse de réciprocité, qui est une marque de vie authentiquement intégrée. Ce qu'elle a révélé n'était pas une philosophie abstraite, mais une carte pratique de l'ensemble du territoire humain, montrant comment les différents niveaux de l'être sont liés les uns aux autres, comment le déséquilibre à un niveau crée inévitablement des problèmes aux autres, et comment la restauration de l'harmonie nécessite un travail conscient et simultané dans toutes les dimensions, plutôt qu'une obsession unilatérale d'un corps parfait, ou d'un esprit brillant, ou d'expériences spirituelles accrues. Et l'urgence de ce message grandit avec chaque génération à mesure que la spécialisation augmente et que les gens deviennent de plus en plus fragmentés. Des athlètes avec des corps magnifiques, mais une vie intérieure vide, des universitaires avec un esprit vif, mais des corps négligés sans dimension spirituelle, des chercheurs spirituels avec des expériences transcendantes mais incapables de fonctionner dans le monde pratique ou d'entretenir des relations saines. L'erreur fondamentale dans la fragmentation perpétuelle est de traiter le corps, l'esprit et l'esprit comme des entités distinctes qui peuvent se développer indépendamment plutôt que de les reconnaître comme des expressions d'une continuité unique vibrant à des fréquences différentes. Blavatsky a enseigné qu'il n'y a qu'une seule vie, une seule énergie, une seule conscience, se manifestant à travers une hiérarchie de véhicules de densité croissante, du plus subtil et spirituel au plus dense et matériel, et que ces véhicules ne sont pas des compartiments isolés, mais des couches interpénétrées d'une seule réalité. Lorsque vous prenez soin de votre corps par l'exercice mais que vous ignorez complètement votre vie émotionnelle, les tensions émotionnelles non traitées finiront par se manifester par une douleur physique ou une maladie, quelle que soit la perfection avec laquelle vous effectuez votre programme de remise en forme. Lorsque vous développez un formidable intellect au fil des années d'études mais que vous négligez votre corps, une fatigue mentale et une incapacité à vous concentrer finiront par apparaître, car le cerveau physique a besoin du soutien d'un corps sain pour fonctionner de manière optimale. Lorsque vous poursuivez des expériences spirituelles à travers une méditation intensive, mais ignorez vos besoins fondamentaux en matière de nutrition et de mouvement, vous finirez par rencontrer des plafonds au-delà desquels vous ne pourrez pas progresser parce que les véhicules inférieurs n'ont pas été préparés à transmettre des tensions plus élevées de conscience spirituelle. La constitution humaine telle que Blavatsky l'a décrite, basée sur des connaissances ésotériques préservées à travers des millénaires, se compose de plusieurs principes fonctionnant simultanément. Il existe le Sthula Sharira, un corps physique dense composé de matière solide. Il existe le Linga Sharira, corps éthérique ou double vital servant de modèle énergétique, organisant la matière physique et conduisant le prana ou force vitale. Il existe le Kamarupa, corps du désir ou véhicule astral où résident les émotions et les passions. Il existe un manas inférieur, un esprit concret qui pense en termes d'objets et de concepts. Il existe des manas supérieurs, l'intellect abstrait et l'intuition. Et il y a Buddhyatma, la sagesse spirituelle et l'étincelle divine formant le noyau immortel. Et il est crucial de comprendre que la santé à tous les niveaux dépend de la santé à tous les autres niveaux par le biais du principe de correspondance, comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. La maladie qui se manifeste physiquement trouve souvent son origine dans un déséquilibre émotionnel ou mental qui descend progressivement à travers les couches, jusqu'à se cristalliser en un symptôme physique. Et la véritable guérison nécessite non seulement de traiter le symptôme physique, mais aussi de s'attaquer à la cause au niveau plus subtil d'où il provient. Le déséquilibre caractéristique de l'ère moderne est une hypertrophie de l'esprit conceptuel combinée à une grave atrophie du corps et à un déni complet des dimensions spirituelles. Le système éducatif entraîne l'esprit à traiter l'information, à analyser des données, à résoudre des problèmes abstraits au cours de décennies de scolarité,
mais n'offre presque rien sur la façon d'habiter consciemment son corps, de traiter les émotions de manière saine ou de développer des capacités spirituelles. Le résultat, ce sont des générations de personnes capables de performer des opérations intellectuelles complexes, mais complètement déconnectées de la sagesse corporelle, qui ne savent pas ressentir les émotions sans être dominées par elles, qui n'ont pas accès à des dimensions de l'être qui transcendent la pensée conceptuelle. Et cette fragmentation crée de multiples souffrances, une anxiété chronique de l'esprit qui ne peut s'arrêter de penser, des maladies psychosomatiques où les conflits internes se manifestent par un symptôme physique, et un vide existentiel qu'aucune réussite matérielle ou intellectuelle ne peut combler parce que la fin est spirituelle, mais est abordée par des moyens matériels. La relation entre le corps physique et le corps éthérique est fondamentale pour comprendre la véritable santé, mais est complètement ignorée par la médecine matérialiste qui ne reconnaît que la matière dense. Le corps éthérique n'est pas un vague fantôme, mais une matrice énergétique réelle et mesurable par des méthodes appropriées, servant d'intermédiaire entre la conscience et la chair, porteur du prana qui vitalise chaque cellule et organe. Lorsque le flux de prana est bloqué, à cause d'un traumatisme physique, d'une tension musculaire chronique, d'émotions refoulées ou de schémas mentaux destructeurs, les organes correspondants finissent par devenir malades parce qu'ils ne reçoivent pas une force vitale adéquate, quelle que soit la qualité de leur nutrition chimique. Et cela explique pourquoi deux personnes peuvent avoir le même régime alimentaire et le même programme d'exercice, mais avoir des résultats de santé complètement différents. L'une a un flux de prana propre et abondant, tandis qu'une autre a de graves blocages créés par des années de tensions non résolues. Et une guérison qui s'adresse uniquement au niveau physique, sans restaurer le flux de prana à travers le corps éthérique, produit rarement des résultats durables car la cause sous-jacente demeure. Le rôle des émotions dans la création ou la destruction de l'équilibre révèle que les sentiments ne sont pas simplement des expériences subjectives sans conséquences objectives, mais sont de véritables forces agissant dans le corps astral qui se transmettent au corps physique par l'intermédiaire du corps éthérique. Chaque émotion crée un modèle de vibration spécifique. La colère crée une contraction et une chaleur, la peur crée une froideur et une paralysie, l'amour crée une expansion et une fluidité. Et lorsque les émotions sont pleinement ressenties puis libérées, elles traversent le système sans créer de dommages permanents. Mais lorsque les émotions sont chroniquement réprimées, parce qu'elles ont été jugées inacceptables, parce que leur expression a été punie dans l'enfance, parce qu'il existe une croyance selon laquelle les personnes fortes ne ressentent pas, elles se retrouvent piégées dans le corps astral, créant des amas d'énergie stagnantes qui finissent par se manifester par des blocages dans le corps éthérique et finalement par des maladies dans le corps physique. Et le lieu de la maladie correspond souvent symboliquement à une émotion refoulée. Les problèmes cardiaques peuvent être liés à un amour inexprimé, les problèmes digestifs à une colère non traitée, les problèmes respiratoires à une tristesse persistante. Le travail émotionnel n'est donc pas un luxe de complaisance personnelle, mais constitue un élément essentiel de la santé intégrale. L'influence de la pensée à tous les niveaux s'opère au travers de mécanismes encore plus subtils mais tout aussi puissants que l'émotion. Les pensées ne sont pas simplement une activité cérébrale, mais sont des formes réelles créées dans la substance du plan mental qui descendent progressivement à travers les niveaux jusqu'à se manifester sur le plan physique si elles sont maintenues, avec suffisamment de cohérence et d'intensité. Une personne qui pense de façon chronique à la maladie programme littéralement son corps pour qu'il tombe malade en créant un modèle mental dans lequel l'énergie vitale s'organise. Une personne qui a des pensées d'insuffisance crée une tension psychique qui se manifeste par une posture voûtée, une voix faible, et finalement par un épuisement de la vitalité. Et inversement, les pensées de santé, de force et de bien-être, lorsqu'elles sont formulées de manière authentique et non comme des affirmations superficielles, créent des modèles qui soutiennent la manifestation physique de la vitalité. Mais Blavatsky a clairement indiqué qu'il ne s'agit pas d'une simple magie où l'on peut penser n'importe quoi et le manifester. Il y a des limites imposées par le karma, par des conditions génétiquement héritées, par des lois qui régissent la manifestation. Mais dans ces limites, la qualité de la pensée habituelle influence profondément la qualité de la santé à tous les niveaux. Le problème du développement spirituel dissocié, où l'on poursuit des états supérieurs tout en négligeant les fondations aux niveaux inférieurs, est un piège particulièrement dangereux. Blavatsky a averti à plusieurs reprises qu'essayer de forcer l'ouverture des capacités psychiques ou de réaliser des expériences mystiques sans d'abord purifier la nature inférieure et renforcer les véhicules, c'est comme essayer de transmettre de la haute tension à travers un fil non préparé. Le système grille. Lorsque la conscience s'élève temporairement vers des états élevés grâce à la méditation forcée ou à la consommation de substances, mais retourne dans des véhicules qui n'ont pas été préparés, des dommages peuvent prendre des années à être réparés.
Un développement sûr est toujours fondamental. Purification du corps par une alimentation adéquate et une vie propre, discipline des émotions par un travail conscient avec des schémas réactifs, entraînement de l'esprit par la concentration et l'est. Udo, puis l'ouverture progressive aux dimensions spirituelles se produit naturellement lorsque les fondations sont solides. Sauter des étapes et rechercher prématurément des expériences élevées crée des déséquilibres qui se manifestent par une inflation égoïste, une instabilité émotionnelle ou même un effondrement mental. La pratique du Hatha Yoga, lorsqu'elle est bien comprise, est un parfait exemple d'une approche intégrée travaillant simultanément à plusieurs niveaux. Les postures physiques renforcent et fléchissent le corps, tout en travaillant avec le flux de prana à travers les canaux éthériques. La respiration consciente non seulement oxygène le sang, mais accumule et dirige également la force vitale. La concentration pendant la pratique entraîne l'esprit, et le but ultime est de préparer tous les véhicules à un éventuel éveil de la Kundalini et à l'union de la conscience individuelle et universelle. Mais lorsque le yoga est réduit à un simple exercice physique visant à améliorer la flexibilité et le tonus musculaire, des dimensions plus profondes sont perdues. Et lorsqu'elle est pratiquée de manière obsessionnelle pour des expériences spirituelles, sans prêter attention à la purification éthique et au développement progressif, elle devient dangereuse. Le rôle de la nutrition dans le maintien de l'équilibre transcende complètement les calories et les nutriments chimiques. La nourriture est porteuse de prana, force vitale qui nourrit non seulement le corps physique, mais aussi le corps éthérique. Et la qualité de cette force vitale varie énormément selon la manière dont les aliments ont été cultivés, récoltés, préparés et consommés. Les légumes frais cultivés biologiquement dans un sol vivant et consommés immédiatement après la récolte sont chargés de prana. Les aliments hautement transformés qui ont traversé plusieurs étapes de manipulation industrielle sont privés de leur force vitale, même si l'analyse chimique montre la présence de nutriments. La viande provenant d'animaux élevés dans des conditions de souffrance véhicule des impressions de terreur et d'agonie qui infectent ceux qui la consomment. Et l'environnement émotionnel dans lequel la nourriture est préparée et consommée influence la qualité énergétique. Un repas préparé avec amour et consommé dans une atmosphère de gratitude est plus profondément nourrissant que le même repas préparé avec colère et consommé dans un conflit. Et à mesure que la personne évolue spirituellement et que les véhicules se raffinent, il y a une inclination naturelle vers des aliments de plus en plus subtils et vitaux, car le corps raffiné ne tolère pas les vibrations denses. La question de l'exercice physique approprié révèle que le mouvement ne consiste pas seulement à développer des muscles ou à brûler des calories, mais qu'il constitue également un moyen de faire circuler l'énergie dans le système et d'éviter la stagnation. Le corps humain a été conçu pour des mouvements réguliers, et la vie sédentaire moderne crée des blocages massifs du flux de prana qui contribuent aux épidémies de maladies chroniques. Mais le type et l'intensité de l'exercice doivent être adaptés à la constitution individuelle. Une personne ayant une vitalité naturellement élevée peut bénéficier d'un exercice vigoureux, tandis qu'une personne ayant une faible vitalité peut avoir besoin de mouvements plus doux, qui renforcent son énergie plutôt que de l'épuiser. Et la qualité de la conscience pendant l'exercice est importante. Les mouvements mécaniques effectués lorsque l'esprit est complètement absent sont moins bénéfiques qu'un mouvement conscient, où vous êtes présent aux sensations, synchronisez la respiration et gardez votre attention sur le flux d'énergie. Des systèmes tels que le tai chi, le qigong ou le yoga, développés avec une compréhension explicite du corps énergétique, intègrent le mouvement physique avec un travail à des niveaux plus subtils. Le phénomène du sommeil et des rêves révèle un autre aspect de l'équilibre entre les niveaux. Pendant le sommeil, la conscience se retire partiellement du corps physique et opère plus librement dans des véhicules subtils, et le corps utilise ce temps pour des processus de réparation qui ne peuvent pas se produire complètement pendant l'activité de veille. La privation chronique de sommeil fatigue non seulement le corps, mais prive également la conscience du temps qui opère dans des dimensions supérieures où se produisent l'apprentissage et le renouvellement. Et la qualité du sommeil dépend de l'équilibre tout au long de la journée. Une personne qui vit dans une tension constante a un sommeil perturbé parce qu'elle n'arrive pas à lâcher prise suffisamment. Une personne qui néglige l'exercice physique souffre souvent d'insomnie parce que l'énergie n'a pas circulé correctement. Et les rêves remplissent de multiples fonctions. Traiter les expériences émotionnelles diurnes, résoudre des problèmes à travers différents modes de conscience et parfois apporter des informations provenant de niveaux supérieurs. Et l'attention portée aux rêves et à leur symbolisme peut révéler des déséquilibres qui ne se sont pas encore manifestés physiquement, mais qui émergent à des niveaux plus subtils. La pratique de la méditation, lorsqu'elle est effectuée correctement, sert à l'intégration de tous les niveaux, plutôt qu'à l'évasion des niveaux inférieurs. Au cours d'une véritable méditation, le corps se détend profondément, les émotions se calment, l'esprit conceptuel s'apaise,
et la conscience peut temporairement toucher des dimensions qui transcendent la personnalité ordinaire. Mais la méditation ne consiste pas à nier ou à réprimer les niveaux inférieurs, elle consiste à inclure et à transcender, à maintenir la connexion avec le corps, et l'esprit même lorsque la conscience s'élève. Et les personnes qui méditent régulièrement constatent souvent que cela améliore leur fonction. À tous les niveaux, le corps devient plus sain parce que les tensions chroniques diminuent, les émotions deviennent plus équilibrées parce qu'elles sont moins réactives, l'esprit devient plus clair parce qu'il est moins agité. Mais la méditation doit être équilibrée avec l'action dans le monde. Une personne qui médite de manière obsessionnelle, tout en négligeant ses responsabilités pratiques, utilise la spiritualité comme une évasion plutôt que comme une intégration. Le rôle de la respiration consciente comme pont entre volontaire et involontaire, entre conscient et inconscient, mérite une attention particulière. La respiration est la seule fonction qui fonctionne automatiquement, mais qui peut aussi être volontairement contrôlée. Et travailler avec la respiration permet d'accéder à des systèmes normalement autonomes. Lorsque vous respirez profondément et consciemment, non seulement vous oxygénez le sang, mais vous absorbez également le prana et le dirigez à travers le corps éthérique. Des techniques spécifiques peuvent activer ou calmer le système nerveux, influencer les états émotionnels et préparer les véhicules aux états modifiés de conscience. Mais Blavatsky a sévèrement mis en garde contre l'expérimentation de pratiques respiratoires avancées, sans préparation adéquate et sans conseil qualifié, car une manipulation puissante du prana, sans purification préalable, peut causer des dommages au système nerveux et aux véhicules subtils qui prennent des années à réparer. La question des relations et de la vie sociale par rapport à l'équilibre révèle qu'un isolement prolongé crée un déséquilibre aussi grave qu'une socialisation compulsive. L'être humain est à la fois un individu et un être social, et la santé requiert une capacité d'intimité authentique avec les autres et une capacité de solitude féconde. Une personne qui évite complètement les relations au nom du développement spirituel néglige les leçons qui ne peuvent être apprises que par la friction et le miroir que procurent les relations. Et une personne qui est tellement immergée dans ses relations qu'elle ne passe jamais de temps seule perd le contact avec son centre intérieur. L'équilibre nécessite un mouvement fluide entre connexion et retrait, entre donner et recevoir, entre parler et écouter. Le phénomène du travail et de la vocation en relation avec l'équilibre révèle que la façon dont vous passez la plupart des heures d'éveil influence profondément la santé à tous les niveaux. Le travail aligné sur un objectif plus profond donne de l'énergie même lorsqu'il est physiquement exigeant, car il y a de la satisfaction à apporter une contribution significative, mais travailler uniquement pour de l'argent qui viole les valeurs, ou force la suppression d'aspects essentiels de soi, crée un conflit interne qui finit par se manifester par un épuisement professionnel, une maladie ou une crise existentielle. Et le choix d'une vocation prend idéalement en compte les besoins à tous les niveaux. Le corps a besoin d'un travail qui ne le détruit pas, l'esprit a besoin d'une stimulation appropriée, et l'esprit a besoin d'un sens et d'une contribution. Pratiquer régulièrement la gratitude et l'appréciation comme moyen de maintenir l'équilibre émotionnel et mental fonctionne en dirigeant l'attention sur ce qui est présent plutôt que sur ce qui manque. L'attention chronique portée aux problèmes et aux déficiences crée un état mental de manque, qui se traduit par une tension émotionnelle et éventuellement par un épuisement physique. Mais cultiver une véritable gratitude crée un état harmonieux qui favorise la santé. Et il ne s'agit pas d'un déni des difficultés réelles, mais plutôt d'une reconnaissance du fait qu'il y a toujours à la fois des défis et des bénédictions, et que l'endroit où vous portez votre attention influence la qualité de votre expérience. Le rôle de la créativité et de l'expression artistique dans le maintien de l'équilibre mérite d'être reconnu, car l'art permet l'expression d'aspects de l'être qui transcenderont la fonctionnalité utilitaire et la pensée conceptuelle. Lorsqu'il n'y a pas d'exutoire créatif, l'énergie qui cherche à s'exprimer stagne. Mais à travers la peinture, la musique, l'écriture, la danse ou toute autre forme artistique, il y a un mouvement d'énergie des dimensions intérieures vers la manifestation extérieure, créant un équilibre entre réceptivité et expression. Enfin, la sagesse suprême que Blavatsky a transmise à propos de l'équilibre est qu'il ne s'agit pas d'un état statique atteint puis maintenu, mais d'un processus dynamique d'ajustement continu, d'une danse perpétuelle consistant à reconnaître les déséquilibres et à apporter des corrections, en se penchant tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, mais en revenant toujours vers le centre. La perfection n'est pas l'absence de déséquilibre, mais la capacité de reconnaître rapidement quand l'harmonie a été perdue, et de prendre les mesures appropriées pour la restaurer. Et le voyage vers l'intégration complète du corps, de l'esprit et de l'esprit est l'œuvre de plusieurs vies qui se poursuivent bien au-delà de cette incarnation.
chaque vie offrant des opportunités d'apprendre des leçons spécifiques sur la façon dont différents aspects de l'être peuvent être harmonisés, jusqu'à ce que finalement la perfection soit atteinte, où tous les véhicules fonctionnent dans un concert si complet que la distinction entre eux se dissout et qu'il est reconnu qu'ils ont toujours été des expressions d'unité singulière se manifestant à travers une diversité apparente aux fins de l'expérience et de l'évolution. La manifestation quotidienne du déséquilibre dans la vie moderne se manifeste dans des schémas si omniprésents qu'ils constituent la norme à liser. Les gens se réveillant déjà en pensant aux tâches de la journée, sautent le petit déjeuner ou mangent machinalement en vérifiant leurs emails, restent assis dans un bureau pendant des heures sans bouger, déjeunent à la hâte en travaillant, rentrent chez eux épuisés, s'effondrent sur un canapé avec un écran jusqu'à s'endormir. À aucun moment il n'y a eu de présence réelle dans le corps. À aucun moment il n'y a eu de traitement conscient des émotions. À aucun moment il n'y a eu de connexion avec une dimension qui transcende le faire et la pensée. Et ce schéma répété, au fil des années, crée une usure cumulative qui finit par se manifester par une crise de santé, un effondrement émotionnel ou un vide existentiel qui oblige à se confronter à un déséquilibre si longtemps ignoré. Le rôle de la tension chronique en tant que manifestation physique d'un déséquilibre émotionnel et mental mérite une attention particulière. Lorsque les émotions restent inexprimées et que les pensées créent une anxiété constante, cela se manifeste par des tensions musculaires. Épaules hautes, mâchoire serrée, respiration superficielle. Et cette tension n'est pas simplement un inconfort, mais un véritable blocage du flux de prana qui finit par créer des conditions propices à la maladie. Une personne souffrant de tension chronique dans la région de la gorge peut réprimer le besoin de dire la vérité. La tension dans la région de la poitrine peut être liée à un amour inexprimé ou à une tristesse persistante. La tension dans l'abdomen peut être due à de la colère ou à une peur entretenue. Et libérer les tensions physiques par le biais de massages, de mouvements conscients ou de pratiques somatiques libère souvent également des émotions piégées, créant une catharsis à la fois physique, émotionnelle et énergétique. La question de la dépendance et de la contrainte de toute nature, substance, travail, sexe, nourriture, exercice, voire spiritualité, révèle un déséquilibre dans lequel une personne utilise des moyens externes pour compenser le vide ou la douleur interne, plutôt que de s'attaquer à la cause. La dépendance opère à travers la promesse de soulagement ou de plaisir, mais n'apporte qu'une satisfaction temporaire suivie d'un besoin accru. Et la libération nécessite non seulement l'arrêt du comportement, mais aussi le rétablissement de l'équilibre à tous les niveaux. Le corps doit être détoxifié, les émotions sous-jacentes traitées, les schémas mentaux transformés et le vide spirituel comblé, grâce à une véritable connexion avec des dimensions plus profondes. Les approches qui se concentrent uniquement sur l'arrêt des comportements, sans s'attaquer aux déséquilibres sous-jacents, produisent rarement une reprise durable. Le phénomène d'épuisement professionnel, un épuisement qui va au-delà de la fatigue ordinaire, révèle les conséquences de donner constamment plus d'énergie que l'on en reçoit, jusqu'à ce que les réservoirs soient complètement épuisés. Une personne souffrant d'épuisement professionnel n'est pas seulement fatiguée, mais souffre également d'un grave déficit à tous les niveaux. Vitalité physique épuisée, capacité émotionnelle épuisée, clarté mentale compromise et perte du sens. Et le rétablissement nécessite une reconstruction systématique, en commençant par une base physique, une alimentation profonde, un vrai repos, des mouvements doux qui reconstruisent plutôt qu'épuisent, puis en travaillant progressivement à travers les couches pour traiter les émotions accumulées, transformer les schémas mentaux qui ont conduit à une extension excessive et renouer avec les sources d'inspiration et de but. Prendre soin de soi, non pas comme une indulgence occasionnelle, mais comme un entretien systématique, est essentiel pour un équilibre durable. Cela comprend des soins corporels évidents grâce à une bonne nutrition, de l'exercice régulier, un sommeil suffisant, mais aussi une nourriture émotionnelle grâce à des relations authentiques et un traitement conscient des sentiments, une nourriture mentale par l'apprentissage et une stimulation appropriée, et une nourriture spirituelle par des pratiques qui se connectent à des dimensions plus profondes. Et prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais c'est une responsabilité. Car lorsque vous ne prenez pas soin de vous, vous n'avez finalement rien à donner aux autres, et cela devient un fardeau au lieu d'une contribution. Le rôle de la nature dans le rétablissement de l'équilibre est profond, mais souvent sous-estimé. Le temps passé dans des environnements naturels permet au corps éthérique de se recharger grâce à l'absorption du prana abondant dans la nature vivante, calme l'esprit en brisant les boucles de pensée compulsives et ouvre la conscience à des dimensions que les environnements urbains artificiels obscurcissent. Une personne qui passe tout son temps en ville parmi le béton et l'électronique s'épuise progressivement sans même s'en rendre compte, car elle est privée de la nutrition subtile que seule la nature lui fournit pleinement,
Et une reconnexion régulière avec la nature, forêt, montagne, océan, voire parc urbain, est une nécessité et non un luxe. La question des rythmes et cycles naturels en relation avec l'équilibre révèle l'importance de vivre en harmonie avec des normes plutôt que d'imposer une productivité constante. Il existe des cycles quotidiens où l'énergie va et vient naturellement. Il existe des cycles lunaires affectant les dimensions émotionnelles et psychiques. Il existe des cycles saisonniers où chaque saison invite à une manière d'être différente. Le printemps pour le début et l'expansion, l'été pour la pleine activité, l'automne pour la consolidation et la récolte, l'hiver pour le repos et le renouveau intérieur. Et pour les femmes, il y a les cycles menstruels. Je fais l'expérience de fluctuations qui, lorsqu'elles sont honorées plutôt que forcées de se conformer à un rythme linéaire masculin, révèlent leur propre sagesse. Vivre à contre-courant de ces rythmes crée une usure cumulative, tandis que circuler avec eux crée une harmonie naturelle. Le phénomène de la maladie en tant que messager signalant des déséquilibres spécifiques mérite une attention respectueuse, plutôt que la simple suppression des symptômes. Lorsque le corps tombe malade, un message est toujours transmis sur la façon dont la vie est vécue. Il se peut que le rythme soit insoutenable, que les émotions soient réprimées, que le travail viole l'âme, que la relation soit toxique, que la dimension spirituelle soit niée, et une approche qui écoute le message et apporte les changements appropriés résout souvent la maladie de manière bien plus complète qu'une approche qui supprime simplement le symptôme tout en ignorant la cause. Cela ne signifie pas rejeter la médecine conventionnelle, mais plutôt utiliser la maladie comme une opportunité d'examiner et de corriger les déséquilibres à tous les niveaux. La pratique d'une contemplation régulière de la mort, non pas de manière morbide, mais en reconnaissance de la finitude, peut restaurer une perspective qui soutient l'équilibre. Lorsque vous reconnaissez viscéralement que le temps est limité, les priorités deviennent claires, les trivialités perdent de leur importance et la motivation à vivre en accord avec des valeurs profondes augmente. Et paradoxalement, la conscience de la mortalité peut rendre la vie plus dynamique plutôt qu'effrayante, car chaque instant est reconnu comme précieux, plutôt que gaspillé dans la distraction ou la procrastination. Le rôle d'une communauté consciente dans le maintien de l'équilibre ne peut être sous-estimé. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui valorisent le développement holistique et qui modèlent l'équilibre dans leur vie, cela devient la norme plutôt que l'exception. Mais lorsque tout le monde autour de vous est en grave déséquilibre, travaillant de manière obsessionnelle, négligeant sa santé, vivant dans un stress constant, il est beaucoup plus difficile de maintenir son propre équilibre face à la pression culturelle. Et rechercher ou créer une communauté de personnes engagées dans une vie intégrée peut être un facteur crucial pour soutenir des choix favorables à l'équilibre. La question de la technologie et de son impact sur l'équilibre est particulièrement pertinente à l'ère numérique. L'utilisation excessive d'appareils crée de multiples déséquilibres. Fragmentation de l'attention, empêchant une concentration profonde. Stimulation constante, empêchant un véritable repos. Lumière bleue perturbant les rythmes circadiens. Posture créant une tension physique et déconnexion de l'expérience directe au profit d'une expérience médiatisée. Et rétablir l'équilibre nécessite souvent des périodes régulières de jeûne numérique, une utilisation intentionnelle plutôt que compulsive, et une pratique consciente des activités sans écran. Le phénomène de personnes parvenant à maintenir un équilibre remarquable malgré d'énormes exigences révèle qu'elles ont développé des pratiques cohérentes, soutenant tous les niveaux. Il peut y avoir une routine matinale, intégrant mouvement, méditation et alimentation de qualité. Il peut y avoir des limites claires protégeant le délai de renouvellement. Il peut y avoir une communauté de soutien. Il peut y avoir un lien profond avec le but, apportant énergie et sens. Et ces pratiques ne sont pas un luxe, mais des nécessités qui permettent la durabilité dans le temps. La pratique du pardon profond envers les autres et envers vous-même, en vous libérant des fardeaux émotionnels qui créent un déséquilibre, est transformatrice. Le ressentiment, la colère et la culpabilité chronique créent des tensions qui affectent tous les niveaux. Le véritable pardon ne consiste pas à nier le mal, mais à abandonner l'attachement émotionnel, à choisir de ne pas se laisser définir par ce qui s'est passé et à reconnaître que s'accrocher à la colère ne fait que vous blesser. Et le pardon de soi, souvent plus difficile, abandonner la honte des erreurs passées, accepter l'imperfection, reconnaître que vous avez fait de votre mieux, dans les circonstances données, libère une énorme énergie qui a été piégée. Le rôle du but et du sens dans le maintien de l'équilibre révèle que lorsque vous comprenez clairement pourquoi vous êtes ici et ce que vous apportez, cela vous dynamise même au milieu des défis. Mais quand il y a un schisme entre ce que vous faites et ce que vous pensez devoir faire, quand la vie semble sans sens ni direction, elle draine la vitalité à tous les niveaux. Et renouer avec un but peut exiger du courage pour opérer des changements, pour abandonner ce qui ne sert plus, pour suivre l'appel même lorsqu'il fait peur.
La question des limites saines pour maintenir l'équilibre est cruciale. Lorsque vous n'avez pas de limites claires, dire oui quand vous voulez dire non, assumer la responsabilité des problèmes des autres, autoriser les violations de l'espace, vous êtes constamment épuisé. Mais les frontières ne sont pas des murs complètement isolants, mais des membranes permettant des échanges appropriés, tout en préservant leur intégrité. Et la capacité à établir et à maintenir des limites est une marque de maturité favorisant l'équilibre. Le phénomène des crises comme opportunité de réorganisation vers un plus grand équilibre révèle que l'effondrement des anciennes structures, bien que douloureux, crée une ouverture vers une configuration plus saine, elle. Lorsque les schémas non fonctionnels sont détruits, perte d'emploi, rupture d'une relation, maladie grave, il existe une opportunité de reconstruire sur la base d'une compréhension plus profonde de ce qui crée un véritable équilibre, plutôt que de perpétuer des schémas familiers mais dysfonctionnels. La pratique d'un examen périodique, au cours duquel vous examinez honnêtement l'équilibre de la vie et effectuez des ajustements conscients, évite l'accumulation de déséquilibres qui finiraient par provoquer une crise. Des questions simples posées régulièrement. Est-ce que je prends bien soin de mon corps? Est-ce que je traite les émotions de manière saine? Est-ce que j'utilise mon esprit de manière constructive? Est-ce que je maintiens une connexion spirituelle? Y a-t-il une zone négligée? Autorisez de petites corrections avant que de gros problèmes ne surviennent. Le rôle du rituel et de la pratique régulière dans le maintien de l'équilibre fournit une structure qui soutient l'intention. Lorsque vous avez établi des pratiques, méditation matinale, exercices réguliers, temps hebdomadaires dans la nature, révision nocturne, cela crée des conteneurs dans lesquels différents aspects de l'être sont pris en compte systématiquement, plutôt que sporadiquement. Et la cohérence de la pratique au fil du temps crée un élan qui permet de maintenir plus facilement l'équilibre même lorsque des défis surviennent. Enfin, la profonde reconnaissance offerte par Blavatsky est que la recherche d'un équilibre parfait peut elle-même devenir un déséquilibre si elle devient une obsession paralysante. L'objectif n'est pas d'atteindre un état figé où tout est toujours parfaitement équilibré, mais de développer la capacité à reconnaître les déséquilibres lorsqu'ils surviennent et à procéder aux ajustements appropriés, à être flexible et réactif plutôt que rigidement fixé sur l'idéal. Et dans cette danse dynamique d'équilibre continu, vous développez progressivement la sagesse qui ne vient pas d'éviter complètement le déséquilibre, mais de le parcourir de manière répétée, en apprenant chaque fois davantage sur la manière dont les différents aspects de l'être sont liés les uns aux autres et sur la manière dont l'harmonie peut être restaurée. Et à travers de multiples vies de pratiques, vous approchez progressivement de l'état où le corps, l'esprit et l'esprit opèrent dans une harmonie si naturelle et complète qu'un effort conscient n'est plus nécessaire parce que l'intégration est devenue votre nature, non pas quelque chose que vous faites, mais ce que vous êtes, une expression complète et équilibrée de la conscience, se manifestant simultanément à tous les niveaux, dans la danse parfaite de l'unité dans la diversité.